transition, c'est quoi? La transition, eh bien, ça vient du mot latin, transire, passer. D'après le Littré, c'est une manière de passer d'un raisonnement à un autre, ou c'est le passage d'un régime politique, d'un état de choses à un autre. La transition désignerait donc le chemin qui mène d'un point A, alors c'est celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, hein. On va essayer de voir comment s'en sortir, c'est ça le but, vers un point B. Le point A, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, sur lequel pèsent des menaces très sérieuses. Vous les connaissez tous, j'imagine, ceux qui sont ici. Le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles, la contamination de l'eau, des sols, de l'air, des aliments, l'explosion des maladies chroniques et des inégalités qui sont de plus en plus criantes. Tous ces dérèglements majeurs, dont tout indique qu'ils vont s'accélérer en provoquant des dégâts humains et matériels considérables, sont le résultat d'un système économique capitaliste fondé sur la recherche illimitée du profit. Cette véritable machine à broyer repose sur un modèle de développement fondé sur la croissance, le toujours plus de production et de consommation, qui s'avère aujourd'hui mortifère et suicidaire pour la planète et surtout pour l'humanité qui y habite, parce que je rappelle toujours que la planète vivra très bien sans nous. Il est donc urgent de changer de paradigme économique, mais aussi de mode de vie. Les deux sont liés, évidemment. Et si nous voulons éviter l'effondrement de la civilisation humaine. La transition, donc, désigne un ensemble d'actions collectives. L'idéal serait un véritable programme politique, c'est ça que je vais vous présenter maintenant, qui permettent de sortir au plus vite de ce monde A pour aller vers le monde B que nous appelons de nos voeux. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce monde B? Dans mon livre Sacrée Croissance, j'ai fait ce qu'on appelle en littérature une uchronie. J'avais imaginé que François Hollande, faites un petit effort d'imagination, concentrez-vous, alors président de la République, avait compris en avril 2014, c'était au moment de la sortie d'un rapport du GIEC, qu'il fallait sortir de la croissance et construire un nouveau modèle économique fondé sur la résilience et ce qu'on appelle en anglais le care, le soin. Pour cela, il lançait un vaste programme de transition qu'il confiait à un certain Nicolas Hulot. Là, on reste cool. J'écrivais mon livre en 2034 et racontais comment, en 20 ans, nous avions pu stopper la machine de destruction en transformant en douceur et sans rupture d'approvisionnement notre société. Alors, je vous invite d'abord à tous à fermer les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Tout le monde. Et vous imaginez que je vous parle le 27 mai 2038. C'est-à-dire 24 ans après le lancement de la grande transition par M. François Hollande. Vous essayez, vous y êtes là? Vous y êtes tous? Alors on s'embarque. Après la conférence sur la grande transition, la CGT, qui s'est tenue à l'ONUT, l'Organisation des Nations Unies pour la transition, fin 2014 à l'initiative de François Hollande, les pays membres sont parvenus à un accord établissant des quotas d'émissions de CO2 pour chacun d'entre eux, en fonction de son apport historique à la concentration globale dans l'atmosphère, qui était alors de plus de 400 ppm, soit une quantité totale de 600 milliards de tonnes accumulées depuis le début de l'ère industrielle. C'est là où nous en... Rappelez-vous, hein, remettez-vous en arrière, il y a 24 ans, c'est là où on en était. Hein. Chaque habitant de la planète avait émis 7,6 tonnes de dioxyde de carbone. Mais cette moyenne masquait des écarts considérables entre le plus gros émetteur, par tête d'habitant, l'américain moyen, qui en général d'ailleurs était assez gros à l'époque, mais entre-temps ils ont perdu du poids aussi, et ceux qui n'émettaient pas, ou presque rien, comme les Bhoutanais, où je suis allée, ou les Népalais. Grâce à l'accord âprement négocié, nous avons considérablement réduit nos émissions globales, puisqu'en 2037, l'année dernière, donc, elles étaient encore de 12 milliards de tonnes, ce qui était quand même 3 fois moins qu'en 2014. Spectaculaire, la réduction est surtout due aux efforts réalisés par les pays industrialisés, évidemment, parce que c'était nous les principaux fautifs, chose que nous avons admise grâce à M. François Hollande il y a 24 ans, et la Chine,
qui, il faut le souligner, a renvoyé bon nombre d'usines polluantes vers l'Europe et les États-Unis. Alors, ça a pris du temps, mais tout ça, je ne peux pas vous raconter en détail, hein, je raconte ça dans mon livre, bon, voilà. Pour illustrer les mesures prises par les pays du Nord, je voudrais prendre l'exemple de la France qui, en 2017, donc il y a 21 ans, faisait figure de très mauvais élèves, y compris européens, avec des émissions en hausse, soit un total de plus de 470 millions de tonnes équivalent CO2. Ces rejets étaient imputables pour l'essentiel au secteur des transports, 29%, de l'agriculture, 20%, du bâtiment, 19%, et de l'industrie. Les mesures annoncées par le président François Hollande furent appliquées tambour battant par le ministre de l'Énergie, c'était il y a 20 ans, maintenant il est à la retraite, Thierry Salomon, auteur du rapport Négawatt, devenu la Bible de l'Élysée, en collaboration avec Nicolas Hulot, évidemment, parce que c'était lui qui dirigeait en ce temps-là, parce qu'il a aussi pris sa retraite, vous imaginez, en 2018. D'abord, l'introduction de la taxe carbone eut pour effet de réduire considérablement l'usage des moyens de transport polluants, comme l'automobile, l'avion ou le fret routier. Aujourd'hui, l'usage privé de la voiture est considéré comme antisocial, sauf dans les aires rurales, très retirées, où les transports en commun n'ont pas encore été développés. Les compagnies aériennes low cost ont été interdites, ce qui a encouragé les Français à voyager moins, mais mieux. Pour les trajets de moyenne et longue distance, le partage des voitures et le covoiturage sont devenus la norme, ainsi que l'usage du train, grâce à une politique volontariste de la SNCF, qui a renoué avec sa mission initiale de service public. Alors, je vous rappelle qu'en 2018, remettez-vous 20 ans en arrière, alors qu'Emmanuel Macron avait succédé à François Hollande, la grève des cheminots, appuyée par les usagers, avait contraint le Premier ministre Édouard Philippe, vous vous souvenez, à poursuivre le programme de transition lancé par le gouvernement précédent. Ouf. Aujourd'hui, dans les villes, l'air est beaucoup moins pollué car les transports doux, les tramways, les bus électriques, les vélos et évidemment la marche à pied sont les seuls autorisés. La plupart des parkings ont été transformés en jardins collectifs ou en fermes urbaines. On a de la chance quand on y pense. Désormais, l'agriculture urbaine représente un secteur économique de pointe qui fournit 60% des légumes et 30% des fruits consommés en ville, mais aussi 100% du miel et la quasi-totalité des œufs, des poules et des lapins. La production d'aliments en ville a créé des centaines de milliers d'emplois pérennes, mais aussi du lien social et une qualité de vie que nous n'aurions jamais pu imaginer il y a 20 ans. Dès 2025, donc il y a une dizaine d'années, la restauration collective dans les établissements scolaires, les hôpitaux ou les maisons de retraite, les fameux EHPAD, qui entre-temps, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais ça a pas mal changé aussi dans les EHPAD, a atteint le 100% bio et local. Si en 2014, un aliment acheté dans un supermarché voyageait en moyenne 2800 km en Europe, aujourd'hui, cette distance a été divisée par 10. Pour ceux qui n'étaient pas nés en 2018, il y en a un certain nombre apparemment. Je rappelle que grâce à l'action du collectif Non à Europa City, le projet de construction de l'un des plus grands centres commerciaux du monde a été abandonné par le gouvernement de ceux qu'on appelait à l'époque les marcheurs. Vous vous rappelez ça? Je rappelle aussi, pour ceux qui auraient oublié, qu'après la manifestation du 27 mai 2018 ici même, Emmanuel Macron avait fait deux déclarations très médiatisées à l'époque. Il avait rebaptisé son mouvement La République en marche vers la transition. Et il avait décidé que le triangle de Gonesse deviendrait un centre pilote de la transition agricole et alimentaire en s'appuyant sur les propositions du groupe Karma. Attendez, je bois un petit coup. Ces magnifiques terres fertiles, regardez autour de vous, qui avaient failli être engloutis sous le béton, sont devenus, comme vous pouvez le voir évidemment, un haut lieu de l'agroécologie, où l'on produit des aliments pour les franciliens, de qualité évidemment, mais où viennent aussi se former les élèves et étudiants du Grand Paris, depuis la refonte des programmes scolaires devenus complètement obsolètes. L'enseignement aujourd'hui, je vous rappelle, vise
désormais l'apprentissage de la résilience et du soin qui est fondé sur un mixte de matières académiques et de compétences manuelles où les élèves apprennent à réparer, recycler, jardiner, cuisiner, échanger, collaborer, coopérer, toutes les nouvelles valeurs que nous connaissons tous aujourd'hui et qui ont donc remplacé les anciennes complètement ringardes. En 20 ans, les habitudes alimentaires ont considérablement changé car la consommation de viande et de produits laitiers a été divisée par 2 et tout indique que cette baisse va se poursuivre. L'immense chantier de la rénovation thermique a aussi largement contribué à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tandis que les nouvelles constructions sont obligatoirement à énergie passive, voire positive. Dans tout le pays, se sont créées de petites entreprises qui fournissent des matériaux isolants naturels, de l'argile, du torchis, du chanvre, de la paille, du bois, et les techniques pour produire des aliments sur les toits, les murs ou les balcons. D'une manière générale, l'habitat est plus concentré, permettant de partager les équipements, mais aussi d'échanger des services, y compris intergénérationnels. D'après un sondage réalisé en 2033, donc il y a 5 ans, 86% des Français estiment qu'ils vivent beaucoup mieux qu'avant, notamment parce qu'il y a moins de solitude et d'individualisme. Le développement de l'agriculture urbaine a provoqué un exode massif vers la campagne. On appelle ça l'exode urbain. En suscitant des vocations à l'appel. Beaucoup de ces migrants urbains sont d'ailleurs venus se former sur le triangle de Gonesse, évidemment. Du coup, alors qu'en 2018, 200 exploitations agricoles disparaissaient chaque semaine en France, le phénomène s'est inversé. Dès 2020, on manquait de fermes pour satisfaire la demande d'installation. Nombre de grands producteurs de la FNSEA, qui était, une petite parenthèse personnelle, l'un de mes ennemis quand même les plus costauds à l'époque, eh bien, ils ont accepté, sans trop de mal, de céder une partie de leurs énormes exploitations aux jeunes paysans et paysannes qui les ont d'ailleurs aidés à effectuer la conversion vers l'agroécologie. D'ailleurs, la FNSEA a très vite troqué son slogan prônant l'agriculture écologiquement intensive par celui appelant à une agriculture intensivement écologique. Aujourd'hui, le visage de la France rurale s'est profondément modifié. Petit à petit, les monocultures intensives ont disparu, y compris dans la Beauce, qui est devenue un haut lieu de l'agroforesterie, une technique agroécologique qui allie la culture de céréales et les arbres. Partout, les arbres et les haies ont été replantés, tandis que se développait la permaculture et les techniques de culture simplifiées, c'est-à-dire sans labour et avec couvert végétal permanent, pour reconstruire l'humus des sols, ce qui permet de capter de grandes quantités de carbone. Résultat, alors qu'en 2018, l'agriculture industrielle était responsable en France de 20% des émissions françaises donc de gaz à effet de serre, 100 millions de tonnes à cause de l'agriculture. Aujourd'hui, ce secteur est redevenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un puits de carbone. D'une manière générale, les fermes sont beaucoup plus petites qu'il y a 20 ans. Outre les aliments destinés à la consommation humaine, les élevages intensifs ayant disparu, pas qu'en France, de toute la planète, elles produisent de l'énergie renouvelable à petite échelle, biogaz et biomasse, ainsi que du biofuel à partir de l'huile de noisette, de châtaigne et de noix, et des plantes médicinales. Devenue une aberration écologique et économique, les gros tracteurs ont progressivement été remplacés par de petites machines et des chevaux de labour. D'ailleurs ici, vous savez qu'on a un centre de formation de maraîchage avec chevaux de labour et bœufs très performant sur le triangle de Gonesse. C'est d'ailleurs l'une des premières actions qui a été menée au début de la grande transition. Autrefois désertée, la campagne est devenue un lieu de vie très prisé, riche en emplois pérennes dans les commerces, les petites entreprises de transformation ou de services. En 20 ans, la France a atteint son autonomie alimentaire, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans, contrairement à tout le discours qu'avaient nos divers ministres de l'Agriculture. Et n'est pas loin de l'autosuffisance énergétique grâce à un réseau dense et décentralisé d'énergie renouvelable géré par des coopératives citoyennes locales. Au fur et à mesure que montait en puissance l'énergie éolienne, solaire, la géothermie ou la biomasse, nous avons pu fermer 80% des centrales de notre vieux parc nucléaire.
tout en créant des centaines de milliers d'emplois, car le programme national de transition a permis justement d'anticiper les nécessaires mutations en ne laissant personne sur le bord de la route. Comme l'avait annoncé Emmanuel Macron lors de la 2e CGT, je rappelle la conférence sur la grande transition, appuyé par tous les députés donc, de la République en marche de la transition, l'Europe et les États-Unis ont renoncé à signer leur accord de libre-échange, car ils n'allaient favoriser que les multinationales, devenues l'incarnation du mal qui rongeait la civilisation moderne, le capitalisme ultralibéral et mondialisé. Le 26 mai 2019, s'est tenue ici, sur le triangle de Gonesse, une grande fête pour célébrer la disparition de Monsanto et de Bayer. Deux mastodontes de la chimie qui, à peine mariés, ont appelé toutes les entreprises cotées en bourse à mettre leur activité au service de la transition. C'est super, hein? L'Organisation mondiale du commerce, OMC, qui ne servait aussi que les intérêts des barons de la croissance, parce que c'est une addiction, hein, fut démantelée et remplacée par l'Organisation mondiale des taxes, l'OMT. Au début, le rôle de l'OMT fut très important, car il veilla à ce que les entreprises qui faisaient du commerce international ou exportaient respectent bien les normes environnementales, sanitaires et sociales désormais en vigueur, sous peine d'être lourdement taxées. Petit à petit, tous les comportements délictueux furent éradiqués car le jeu n'en valait plus la chandelle. C'est aussi simple que ça. En fait, quand on y réfléchit, on n'a rien inventé, hein. L'OMT était aussi chargé de fixer le montant des taxes que devaient payer les entreprises qui puisaient dans le stock de ressources fossiles de la planète, énergie, minerais, et polluaient l'air ou l'eau par leur activité. Bien évidemment, le système financier fut aussi profondément remanié afin d'éliminer définitivement la spéculation qui est désormais considérée comme un crime quand elle concerne tout ce qui touche au bien commun, la nourriture, l'eau, l'énergie et l'argent. Aujourd'hui, l'Europe connaît une énorme diversité monétaire. Chaque ville, département ou région, mais aussi chaque pays bat sa propre monnaie, l'euro ne servant plus qu'aux échanges entre les États membres de l'Union. En France, de très nombreuses monnaies se sont inspirées, complémentaires et locales, du sol violette qui avait été lancé dès 2011 à Toulouse, avec le soutien de la municipalité. D'une manière générale, l'économie s'est remise au service de l'intérêt général et ne profite plus qu'à une petite minorité toujours plus riche. Vous vous rappelez, on parlait des 1% à l'époque. Ben, ils ont disparu. Une ordonnance. Ah oui, c'était très à la mode à l'époque, hein. Alors on est au début de la grande transition, et donc une ordonnance imposée par le président Macron, mais là il était assez éclairé, donc on l'a laissé faire. Favorise désormais l'économie réelle répondant à de vrais besoins. Les monnaies complémentaires, les banques de temps, les SEL, les systèmes d'échange locaux, les ressourceries, les Repair-Cafés ont fleuri sur tout le territoire. Pour faire face à la réduction drastique de la production due à la fin de la surconsommation et du gaspillage, mais aussi au démantèlement des secteurs d'activité complètement ringards comme l'agro-industrie, les usines à poulets, cochons, les mille vaches et compagnie, le gouvernement d'Édouard Philippe a décidé de partager le travail en diminuant la durée. Aujourd'hui, nous ne travaillons plus que 20 heures par semaine, ce qui nous laisse du temps pour nous engager dans des initiatives collectives et bénévoles qui créent du lien et donnent du sens à la vie. Du coup, le travail a cessé d'être une énorme galère comme c'était le cas dans les années 2010. Rappelez-vous, souvenez-vous du malaise qui existait alors avec les agriculteurs, les infirmières, les postiers qui se suicidaient, ou la souffrance de ceux qui travaillaient trop ou de ceux qui ne travaillaient pas assez. Vous vous souvenez de tout ça? Tout ça est fini, évidemment. Comme sont finis un certain nombre de coutumes instituées après la Seconde Guerre mondiale, qui étaient liées à l'addiction à la consommation encouragée par la publicité, 500 milliards d'euros en 2015, ou le système de l'endettement. Une anecdote qui m'a été rapportée la semaine dernière par une institutrice de CM2. Dans le cadre de son cours d'histoire, elle a demandé à ses élèves de travailler sur les, je cite, coutumes disparues de la civilisation consumériste.
encore appelée Société du gaspillage. Elle a recommandé aux enfants d'interroger leurs parents et grands-parents, parce qu'évidemment, ils ne connaissaient pas ce temps. 3 coutumes ont surpris vivement les élèves. 2 fois par an, les drogués de la consommation avaient coutume de se ruer dans les magasins pour faire les soldes. Ils étaient contents d'acheter 2 pantalons pour le prix d'un, alors qu'ils n'avaient pas besoin de pantalons. Une drôle de coutume, assurément. Quand on a 7-8 ans aujourd'hui, c'est incompréhensible. De même, les élèves ont rapporté avec étonnement que des centaines de milliers de familles s'achetaient un bout de terrain pour construire une maison individuelle dans laquelle chacun avait sa machine à laver, sa tondeuse à gazon, sa cafetière électrique, des équipements qui tombaient souvent en panne car nous vivions à l'époque de l'obsolescence programmée. Un mot que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas. Cerise sur le gâteau, le carré de pelouse qu'avait chaque maison individuelle de tous les pavillons de France, eh bien, derrière chaque maison, n'était pas cultivé. Un truc de fou, a commenté un élève. Je rappelle que l'obsolescence programmée relève de l'écocide, le crime contre les écosystèmes, reconnu par le droit international depuis 2018. Dans les pays du Sud, et ça c'est une très bonne nouvelle, où le capitalisme sauvage avait fait tant de dégâts, les populations ont enfin pu prendre en main leur développement et libérer leurs forces vives. La capacité de résilience qu'elles avaient dû développer pour survivre dans un environnement brutal et profondément injuste leur a permis d'éradiquer la nutrition et donc de contrôler leur croissance démographique. Les deux sont liés. Le flot des migrants qui fuyaient les conflits ou les conditions de vie difficiles ou les effets du dérèglement climatique s'est tari, et avec lui la vague des mouvements d'extrême droite qui menaçaient les vieilles démocraties européennes. C'est ainsi qu'en une vingtaine d'années, l'humanité a su éliminer la croissance exponentielle de son économie et de sa population. We got it! Au nom des générations futures, je remercie tous ceux qui ont œuvré pour l'indispensable transition, et tout particulièrement l'ancien président François Hollande, qui suit notre manifestation retransmise en direct depuis sa maison de Corrèze, et son successeur Emmanuel Macron, qui a poursuivi avec détermination le programme de la grande transition, ce qui nous a permis d'éviter l'effondrement et de vivre enfin heureux et libres. L'expérience nous le prouve, la transition n'est pas synonyme d'austérité ni de sacrifice, mais de bonheur. Vive la transition, et franchement, qu'est-ce qu'on attend ? Merci, mais pour finir, je pense qu'il faut... moi, si je suis là aujourd'hui, après Notre-Dame-des-Landes, je pensais que c'était à peu près terminé là-bas, mais malheureusement, enfin bref, c'est parce que, pour moi, ça représente un nouveau symbole de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et il ne faut absolument pas que ce projet voie le jour. Et il faut à nous, maintenant, de mobiliser tout le monde pour faire comprendre que c'est absolument écologiquement et économiquement une aberration et que ça va à contresens de l'histoire. Voilà. Merci Marie-Monique, j'ai oublié, pardonne-moi, de dire que tu étais, peut-être que quelqu'un l'avait dit avant moi, mais la marraine du collectif pour le triangle de Gonesse, ça a été dit, bon, très bien. Je voudrais quand même un grand merci pour le moment d'imagination que tu nous as fait partager, et d'humour. Je voudrais quand même présenter la personne qui est à mes pieds, si tu veux te mettre debout, Étienne, en même temps. Il va y avoir des prises de parole. Je voudrais présenter Étienne Ambroselli, qui est l'avocat du collectif pour le triangle de Gonesse, qui a œuvré avec d'autres juristes pour
chose dont on avait peu d'espoir, faire annuler l'arrêté préfectoral de création de la ZAC. Et ce n'est pas parce que Jacques Mézard et le Grand Paris Aménagement ont fait appel que c'est aujourd'hui cet arrêté préfectoral de la ZAC est annulé et l'appel n'est pas suspensif. On attendra le jugement, on fera travailler Étienne. Merci pour tout le travail qu'il a fourni. Merci à toutes et tous du soutien que vous apportez qui nous permet